Bienvenue dans le podcast Viens, parle de moi. Je suis ravie de vous accueillir ici. Je suis Morgane Moreau-Ferrels, coach somatique. Dans ce podcast, on va parler de relations, d'addiction, de trauma, de spiritualité, de sexualité et de plein d'autres sujets que j'ai vraiment hâte de partager avec vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais pas du tout prévu d'enregistrer ce podcast, mais je dois bien vous avouer que le sujet est vraiment brûlant, j'y pense depuis hier soir, et j'ai envie de le partager avec vous. J'ai décidé de regarder le biopic sur Michael Jackson, et je dois bien vous avouer que j'ai compris beaucoup de choses, notamment en lien avec le trauma, en tout cas. J'ai pu prendre conscience de choses aussi en lien avec mon histoire et j'avais envie de vous partager justement ces différents points de vue. Mais surtout, ce dont j'avais envie de parler, c'est comment en fait l'histoire de Michael Jackson est très reliée pour moi à un point de vue assez christique. Donc là, je vais aborder non pas la religion, mais en tout cas une vision de l'amour dont j'ai rarement eu l'occasion de parler de cette façon-là. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'utiliser ce biopic, justement, en tout cas de parler de Michael Jackson sous cet angle-là. Ça vous permettra aussi de connaître mon point de vue spirituel. Je vous avais dit il n'y a pas très longtemps que j'avais envie que mes contenus soient beaucoup plus proches de la spiritualité, comme j'aimerais vous en parler, et je trouve que c'est une bonne occasion. Et je sens aussi que c'est une bonne occasion parce que je suis particulièrement touchée par ce film-là. J'ai entendu une vidéo sur YouTube qui expliquait en fait exactement pourquoi, quand on regarde ce film, en fait ça donne envie de consommer plein de vidéos sur Michael Jackson, d'en savoir plus, même de gens qui n'étaient pas spécialement fans, vont se mettre à écouter des vidéos sur YouTube et là ça monte en flèche en fait depuis la sortie du film. Il y aurait tellement à dire. Mais j'ai pas préparé de notes, rien, je sais même pas si je vais publier ce podcast, mais en tout cas voilà, je vais laisser venir ce qui vient et je vais voir ce que ça donne à la fin. Mais pour ne pas trop me mélanger les pinceaux, je vais reprendre dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que qui suis-je moi par rapport à Michael Jackson et comment c'était pour moi dans ma vie. Au moment où je suis venue au monde, en fait, il était déjà à l'apogée de sa carrière. C'était pas une référence culturelle pour moi en fait. Oui, ses musiques étaient tellement connues que bien sûr je dansais dessus, mais voilà, je ne connaissais pas trop son histoire, je ne connaissais pas trop comment il était devenu célèbre, en tout cas je ne connaissais rien de lui. En fait, les seules choses que je savais de lui, c'était ce que j'entendais à son égard. Et pour bien remettre les choses dans son contexte, je vivais dans un endroit très dysfonctionnel, qui fait que je n'avais pas forcément un regard complètement libre à ce sujet-là. C'est-à-dire que mon regard était biaisé dans justement comment je vais regarder les choses, consommer les choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de la conscience en fait sur ça. Et je n'étais pas ouverte à la sensibilité, je dirais que c'est ça qui résume le plus en fait comment je vivais mon adolescence et mon entrée dans la période adulte entre guillemets. Il y avait très peu de conscience, vraiment très très peu de conscience, ce qui m'empêchait en fait de voir les gens tels qu'ils étaient, mais par contre de croire les médias beaucoup plus facilement. Pour moi en fait c'était vraiment quelqu'un qui avait une apparence assez particulière, donc déjà en fait en toute transparence j'avais pas confiance en ce genre de personnes, et puis surtout à partir des années 2000 on commençait à beaucoup dire est-ce que ça serait pas un pédophile, est-ce qu'il aurait pas un petit problème avec les enfants et tout ça. Donc moi très vite je l'ai mis dans cette case là, mais quand bien même quand j'ai commencé à sortir, évidemment qu'on dansait sur ces musiques, évidemment que j'adorais ces musiques sans pour autant m'intéresser à la personne qui chantait derrière. C'est-à-dire qu'en fait il y avait très peu de conscience dans le sens où j'écoutais ces musiques mais sans trop savoir qui les chantait, quelle était la vie de la personne qui les chantait, et je savais juste que c'était assez bizarre, que c'était une personne qui avait été noire et après qui était devenue blanche et que c'était très mystérieux, et tout ce qui était un peu mystérieux, ça amenait de la peur, et en fait la peur ça fait quoi ? Ça amène du jugement parce que c'est tout simplement l'inverse de l'amour en fait. Et j'étais dans cette vision-là de jugement en fait à son égard, tout simplement parce que je baignais dans un système d'information qui envoyait constamment des informations
qui amenait beaucoup de confusion en fait à son égard. Et comme j'avais un jugement sur son physique aussi, et bien les deux corrélaient bien ensemble en fait. Et donc je faisais vraiment partie de la catégorie de personnes qui le mettaient dans la boîte personne à problème en fait, célébrité à problème, personne qui est dérangée mentalement, qui a des gros soucis, etc. Et en fait ça me fait bizarre parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience il y a pas longtemps, là il y a, je sais pas, il doit y avoir 2-3 ans. Je suis retombée sur une interview de Michael Jackson et j'ai été même pas surprise, c'est comme si pour la première fois je voyais vraiment ses yeux en fait. Et ça je dirais que ça décrit absolument ce dont je parlais juste avant, c'est-à-dire que cette phase de ma vie où il n'y avait pas trop de conscience, je voyais pas vraiment les yeux des gens. Et là, dans cette vidéo-là, pour la première fois je voyais ses yeux, je voyais son regard en fait. On dit souvent que les yeux sont la fenêtre de l'âme, bah j'avais l'impression de voir son âme. Et c'était magnifique et ça me bouleverse d'en parler parce que franchement, j'avais eu tellement de jugements sur cette personne-là que c'est comme si le retournement avait eu lieu en fait. Pourquoi aussi, pour ceux qui connaissent mon histoire, tout ce qui était en lien avec potentiellement attouchement sur enfant, etc., c'est un sujet dont je ne pouvais pas entendre parler parce qu'en fait j'étais moi-même concernée mais sans le savoir. Et parfois l'amnésie est tellement grande que ça va créer un grand bloc de refus. Les personnes qui vont avoir une grosse réaction sur les sujets d'abus, soit qui vont avoir des réactions très violentes, soit quand vous allez essayer de leur dire une vérité, hein, parler d'un trauma, ça va être les gens qui vont dire non tu mens, c'est pas vrai, c'est jamais arrivé, soit ça va être les gens où vous sentez qu'il y a vraiment une très grosse réaction. Très souvent, j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais très souvent, c'est des gens qui sont concernés de près ou de loin par une question d'abus en fait. Et donc la réaction violente, ça veut surtout dire que c'est un sujet chez eux, mais qui ne peut pas être vu à l'heure actuelle. Et en tout cas, à l'époque, c'est ce qui se produisait chez moi, c'est-à-dire que j'entendais parler de ce sujet de loin sur Michael Jackson, je ne voulais pas en entendre parler, je ne pouvais pas en entendre parler, et donc je suis restée dans le jugement de cet artiste pendant des années, en le mettant dans la case, personne n'a problème. Et je fais une petite parenthèse pour vous décrire encore plus la position dans laquelle je me trouvais, c'est-à-dire que bien plus tard, quand il y a eu l'affaire DSK, donc pour rappel, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était une des premières accusations publiques, bien sûr il y en a eu d'autres, mais en tout cas ça a été une des plus grosses histoires d'une femme de ménage qui s'était qui avait porté plainte contre lui pour viol. En tout cas je n'ai plus les détails. Mais l'affaire DSK, quand c'est passé aux informations, ma première réaction à l'époque, ça a été de tout de suite dire c'est la femme de ménage qui ment, de toute façon elle veut son fric. En fait, il y avait ce raccourci mental qui me paraît aujourd'hui complètement lunaire, mais j'ai aussi beaucoup de compassion pour cette personne que j'ai été, en fait, qui n'avait pas les outils qu'elle a aujourd'hui et surtout qui n'avait pas les moyens d'avoir un regard omniscient sur certaines scènes et surtout un regard conscient, un regard lucide. Voilà. Parce que c'est ce qui se passait en fait dans l'endroit où je vivais et je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait réellement, et aussi parce que bien sûr les médias, de toute façon en nous présentant les informations, ont déjà un angle de vue bien précis. Et donc on est très influencé de partout. C'est exactement comme... encore une fois je donne l'exemple du collège, mais parce que je trouve que le collège c'est assez parlant, parce que finalement on n'a pas tellement évolué depuis. Mais par exemple au collège, vous avez ces groupes d'enfants qui vont agresser les autres, qui vont un peu être les rois de la cour de récré, puis en tout cas si vous avez été harcelé au collège, vous savez ce sentiment de peur en fait, même de terreur, dès que vous approchez, ou dès que l'autre, l'agresseur entre guillemets, vous approche en fait, ça c'est vraiment terrible. En fait ce qui se passe parfois, et ça c'est une grosse clé aussi, c'est qu'on va se construire un personnage qui sympathise avec l'ennemi. C'est-à-dire que du coup, pour ne plus être dérangée, je vais traîner avec l'agresseur, finalement je vais devenir son ami. Et plus tard dans la vie, ce qui se passe, c'est qu'on va tout le temps être en lien avec des gens qui ont été les agresseurs au collège, qui ont été les méchants de l'histoire, on va dire, ceux qui vont tabasser les petits en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'on va toujours se retrouver dans des situations où on devient amis
avec ce genre de personnes. Sauf que le système nerveux et le corps, lui, il s'en rappelle très bien. Donc ça entretient un système de survie et de terreur à l'intérieur de soi. En fait, on est toujours en cohabitation avec l'ennemi qui nous a blessés, qui nous a fait du mal, qui nous a terrorisés. Mais en fait, on est amis avec aujourd'hui. Et ça crée une énorme confusion, en fait. Pourquoi je dis ça ? Oui, pourquoi je dis ça ? Parce que quand on vit, du coup, dans un petit royaume, donc en l'occurrence la famille, ou des cercles d'amis, qui en fait ont des codes à l'opposé des nôtres, ont des codes de système de terreur, et qu'on vit dans ces mondes-là pour survivre, on devient comme eux en fait. Donc on éteint notre lumière et on devient comme eux, et on a les mêmes jugements qu'eux, et on a les mêmes peurs qu'eux. Et en fait on va répéter ce que la masse dit. Donc si la masse dit que c'est un homme qui a des problèmes, je vais répéter comme la masse pour ne pas avoir de problème moi-même. Tout ça, bien sûr, ça se fait de manière inconsciente, mais peut-être que vous pouvez observer s'il n'y a pas des moments dans votre vie où vous avez sympathisé avec des gens qui auraient pu potentiellement être vos agresseurs au collège. C'est une bonne façon de savoir dans quel système relationnel on a appris à naviguer et du coup qui nous ont éteints de notre propre lumière, et donc on va pas pouvoir le voir à l'extérieur. On ne peut pas regarder quelqu'un à qui on fait du mal en fait, puisqu'on est devenu nous-mêmes la personne qui faisons du mal. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu deep là. Par exemple, on va être dans une entreprise où les femmes, il y a un petit noyau de femmes et qui ont toujours pris bien soin de critiquer la Isabelle du coin. Pour s'intégrer dans le groupe, on va se mettre à critiquer la Isabelle, nous aussi. Vous voyez, c'est un peu ça dans la vie quotidienne, à quoi ça ressemble, ce genre d'énergie. Ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, en fait, c'est que, et pourquoi j'ai envie de vous en parler, c'est parce que je ne connaissais pas vraiment trop l'histoire de Michael Jackson, et dans ce film-là, notamment, moi j'ai appris qu'il avait eu plein d'animaux. En tout cas, c'est une information que je n'avais pas. Il avait plein d'animaux, et en fait, sur certaines vidéos, je vois à quel point il a pas peur en fait des animaux, c'est-à-dire qu'il a un énorme serpent, il a pas peur de le manipuler, il a plein d'animaux, je crois qu'il y avait des tigres, des lamas, des girafes et tout ça. Et en fait, dans ces vidéos-là, il n'y a aucune peur chez lui. J'ai trouvé ça absolument magnifique parce que qu'est-ce qui se passe en fait ? De mon point de vue aujourd'hui, et je trouve ça intéressant d'en parler, à la base, un enfant, par exemple un enfant de 2 ans, qui se promène en forêt, en fait, ne va pas nécessairement avoir peur des animaux, des insectes, ou même s'il croise des serpents, en fait. Et il y a pas longtemps, j'étais avec la fille d'une amie, justement, qui a 2 ans, et elle a une fascination pour les insectes. Et c'est trop mignon de voir, en fait, que quand il n'y a aucune peur, c'est-à-dire que jamais ses parents ne lui ont dit attention ça va te piquer ou attention ça va faire mal, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle voit un insecte, elle est émerveillée, elle les prend dans ses mains, elle est absolument fascinée. Et là où je trouve ça trop beau, c'est que quand on n'a pas cette notion de peur à l'intérieur de soi, il y a une forme d'émerveillement et il y a surtout une forme d'innocence et de pureté qui est magnifique et qui s'avance en fait vers les animaux sans crainte, parce que l'enfant ne se pose pas la question si ce qu'il fait c'est bien ou mal. Il suit sa joie, il suit sa pureté, sa créativité et surtout son élan de partager, de découvrir, de rencontrer tout ce qui va être vivant autour de lui. Et ça, c'est quelque chose que Michael Jackson n'a jamais perdu malgré toutes les violences qu'il a pu vivre. C'est quelque chose qui était très profondément ancré en lui. La manière dont il s'approche des animaux dans les vidéos que j'ai pu voir, il y avait quelque chose, une forme de pureté en fait, qui dépasse ce qu'un être humain peut comprendre. Parce que la plupart des êtres humains ont été conditionnés après au bien, au mal, à ça c'est gentil, ça c'est méchant. Par exemple, si jamais personne ne nous avait dit qu'un serpent était dangereux, est-ce qu'on en aurait vraiment peur ? D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas du tout peur des serpents, par exemple. Ou des mygales, en fait. Et j'ai la sensation que ce qui se joue en premier par rapport aux animaux,
Bah ça va être ça. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais en tout cas moi par exemple quand je m'approche de chiens, j'ai longtemps eu peur des chiens, et par contre je rêve d'en avoir un, donc ce qui est paradoxal. Parfois j'ai un petit élan qui me dit attention, il peut te mordre en fait. Et tandis que il y a plusieurs niveaux en moi, c'est-à-dire que je sais que si j'y allais en étant vraiment moi-même, c'est-à-dire sans aucune peur, et en me disant que mon cœur est pur en fait, à aucun moment je n'aurais peur. Alors là, je prends des exemples de la vie quotidienne, mais là où je veux vous emmener, en fait, c'est que à l'intérieur de nous, il y a cette pureté-là, en fait. Il y a cette pureté qu'on peut voir chez Michael Jackson dans la façon dont il est avec les animaux et surtout la façon dont il est avec les enfants. Pour lui, en fait, jouer comme ça, de cette façon-là, c'est relié au divin. C'est relié à une forme de pureté et d'innocence. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi ces musiques font autant danser. Pourquoi il se passe quelque chose quand on le voit danser en vidéo. Pourquoi, dans le monde entier, on est capable d'arrêter ce qu'on est en train de faire pour regarder la télévision et de le regarder danser. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fascinant ici? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de magique et surtout de divin, en fait? Cet être-là, Michael Jackson, était un canal. Et pour moi, en fait, il le dit lui-même, en fait. Il le dit que lui, tout ce qu'il veut, c'est partager sa lumière. Et là, en regardant son film, et déjà l'intuition que j'avais, c'est que lui, c'est pas faire de l'argent qui l'intéressait. C'était partager son art, partager sa lumière, partager sa façon de bouger, sa façon de chanter. Et je dirais que c'est même pas la danse et le chant, en fait, qui sont intéressants ici. C'est la manière dont il le faisait et c'est l'intention qu'il mettait derrière. C'est comme si lui, c'est que lui, il savait qu'à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose de pur. Et c'est exactement ça qu'il a envie de partager avec les gens. Des milliers et des milliers et des milliers de personnes sont venues le voir en concert. Et il y a ce truc, en fait, c'est comme si, en fait, il rendait la meilleure version, il rendait les gens dans leur meilleure version d'eux-mêmes. Et je sais pas si vous captez le niveau d'énergie qu'il faut derrière ça pour être capable de soulever en fait comme des masses énergétiques d'amour à ce point-là en fait. Parce que en le regardant, qu'est-ce qui se passe? En le regardant, ça nous connecte directement à notre pleine souveraineté. Ça nous connecte au fait que c'est possible, en fait, que ça existe. Ça nous connecte au fait que il n'y a même pas les mots pour expliquer ce qu'on ressent quand on le regarde avec un œil connecté au cœur, en fait. Quand on regarde et quand on peut ressentir énergétiquement ce qu'il émane, cet homme-là, il y a quelque chose qui reste encore aujourd'hui, en fait. Et il y a quelque chose qui est très puissant. Et il y a quelque chose qui est extrêmement divin. Et je trouve le mot encore trop petit. Et là, je suis pas en train de le mettre sur un piédestal, en fait, je suis en train de partager le niveau vibratoire qu'il y a derrière certaines personnes dans nos sociétés très contemporaines et qui, en fait, ont exactement la même énergie que Jésus, par exemple. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour Jésus? C'est exactement pareil. Comment on peut supporter un tel niveau d'amour? Comment le monde, les hommes, voient et font face à un tel niveau de pureté, d'innocence et d'amour? Et rien que de le dire, ça me touche à fond, parce que c'est là qu'on voit le poison de l'humanité qui est capable de crucifier un homme parce qu'il est trop, en fait. Parce qu'il est trop, parce que, évidemment, que côtoyer une personne qui est dans sa pleine lumière, son plein potentiel, et dont le seul but est de le partager au monde, waouh, j'ai envie de dire, franchement, ça c'est capable de soulever des montagnes en fait. Parce que en respirant ce genre d'énergie-là, ça amène beaucoup de force intérieure. C'est des sources d'inspiration en fait qui sont extrêmement puissantes. Et ça, c'est énorme en fait. Et évidemment que
C'est un peu comme la dernière vidéo que j'ai partagée au sujet du parent narcissique. C'est exactement pareil en fait, ce qui se passe à beaucoup plus grande échelle. C'est-à-dire que là, la société, c'est la mère narcissique, ici, dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sa lumière était telle que ça aurait pu devenir dangereux, dans le fait qu'il devienne trop indépendant, trop libre, et surtout trop libre d'influencer des masses de personnes en fait, qui, quand on est dans notre pleine souveraineté, on est beaucoup moins influençable. On est beaucoup moins manipulable. Et ça plaît pas à un parent narcissique. Le parent narcissique, il ne veut pas que son enfant soit libre. Au contraire, il veut que son enfant soit à son service. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir dans la façon dont son père était d'une extrême violence, non seulement physique, mais surtout psychologique, et que ça peut ruiner un être humain, jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fonctionné à la fin, parce qu'à plus grande échelle, c'est la société qui a joué le rôle, qui a pris le rôle de son père, qui était déjà d'une grande violence. Là, on vient au niveau de la société, qui, en fait, comment ça se passe pour détruire un enfant, en l'occurrence là, Michael Jackson, qui devient un peu trop libre. Eh bien, la seule façon qu'on a d'éteindre cette lumière-là, c'est d'utiliser cette lumière-là et venir semer le doute. Et nous, en l'occurrence, ici, on est les autres en fait. C'est-à-dire que nous, public, on est les autres et on a le pouvoir du jugement. On a le pouvoir de choisir ce qu'on croit, de choisir ce qu'on voit. On est les autres. On est la famille en fait. C'est-à-dire que le parent narcissique, il va toujours aller dire aux autres personnes de la famille: mais c'est pas moi le problème, c'est l'enfant en fait. Vous voyez pas qu'il a un problème mental, vous voyez pas qu'il est dérangé, vous voyez pas que ce qu'il fait c'est pas normal en fait. Et là, ça amène énormément de confusion. Le public qui en fait adorait cette lumière-là, eh bien on vient attaquer exactement l'endroit de la pureté de cet homme-là, chez qui ce n'était même pas un sujet en fait. Chez lui, ce n'était même pas un sujet, l'attouchement sur les enfants. C'est quelque chose qui en fait ne faisait pas partie de sa structure. Et je trouve ça incroyable à l'époque, en tout cas moi qui ai occupé les deux positions, du coup celle d'avoir cru ce que les médias disaient et aujourd'hui celle qui a énormément de clairvoyance à ce sujet-là. Je vois exactement la mécanique qui fait plonger dans la confusion. La confusion de croire en fait que mais pourquoi est-ce que je me serais trompée à son sujet du coup ? La confusion qui dit ah mais c'est vrai peut-être qu'il a un problème, en plus physiquement on sait pas trop, il a quand même fait pas mal de chirurgie, on sait pas trop ce qui s'est passé médicalement pour lui, enfin bon voilà, puis quand même c'est trop bizarre d'avoir un parc d'attractions chez lui. Et là c'est comme si on accumulait les preuves de prise de conscience que finalement on s'était peut-être trompé sur cette personne-là. Il n'y a pas plus grand moyen de manipulation mentale que ça. Et je dirais que ça, c'est vraiment les trucs de l'emprise les plus puissants, qui sont notamment utilisés par des grands... à plus grande échelle, mais en tout cas, de ce qu'on voit de cette histoire-là, ça se joue aussi dans nos vies de manière très proche. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est dans nos vies à nous, dans nos vies quotidiennes, comment en fait venir se reconnecter à cette forme de pureté-là. Parce que ce qu'il incarne, cet homme-là, et j'ai du mal à en parler au passé, ce qu'il incarne, parce que là en plus le film fait que toutes ces vidéos ressortent, plein de vidéos de lui où il chante et où il danse, mais ce qu'il incarne en fait c'est ce potentiel-là qu'il y a en chacun de nous tout simplement, c'est-à-dire que qui on serait si on commençait à sortir dans la rue en se disant mon cœur est pur en fait. Je suis totalement pure à l'intérieur de moi, je ne suis que amour. Et si on n'avait plus aucune peur à l'intérieur de soi. Et je reviens à l'exemple avec les animaux, par exemple. En fait, là où c'est intéressant, c'est que souvent, parfois, quand on va s'approcher d'un petit animal ou d'un tout petit enfant, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais parfois il peut avoir la peur de faire du mal. La peur de blesser le petit animal ou le petit chaton et tout ça. Et ça, en fait, c'est pareil, c'est un conditionnement. C'est-à-dire que quand on vient d'un milieu où il y a eu de l'extrême violence, soit on reste dans un niveau de pureté dans lequel était Michael Jackson, soit on va croire que c'est soit le méchant.
On va croire que c'est soit le problème. Et c'est exactement ça qui l'a fait tomber à la fin, en fait. La confusion n'est pas seulement du côté du public, mais elle est surtout en train de s'immiscer bien finement et de manière dégueulasse dans le cerveau, en fait. Dans son propre cerveau à lui. C'est-à-dire que la chute, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau corporel, que ce soit au niveau de son intégrité, de son système de pensée, c'est quand il commence à se dire « mais en fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que j'aurais pas un problème ?» Et ça, je vous amène à écouter vraiment mon podcast sur le parent narcissique parce que ça décrit assez bien ce phénomène-là. Ça, c'est le début de la chute en fait, et c'est pour ça que il y a énormément besoin de soutien au niveau corporel parce qu'il y a l'ancrage, il y a la structure, il y a quelque chose qui est là, qui est stable et qui ne bouge pas. Mais quand ça fait des vagues de ce niveau-là, alors lui, évidemment que son histoire est tellement intense qu'on est dans un niveau d'extrême, en fait, ça fait perdre pied. Ça fait perdre pied parce que lui-même a douté de sa propre lumière à un certain moment. Et ça fait très mal en fait. Ça fait très mal parce que c'est comme si ça venait éteindre la petite flamme de vie qu'il y avait en lui et qui l'a fait chuter en fait de manière dramatique. Alors je vais pas rentrer dans l'étude de ce qui s'est passé dans la fin de sa vie, etc. C'est pas le sujet en fait, c'est comment, voilà, ce que j'ai vraiment envie de partager dans ce podcast-là, c'est comment cette vibration, ce magnétisme-là, la beauté de cet homme, dans son cœur, dans son âme, dans sa façon d'être dans le monde, peut avoir encore un tel impact aujourd'hui. Et je trouve ça fascinant de voir que peu à peu, comme moi, il y a des gens qui se disent « qui n'étaient pas vraiment fans ou intéressés par Michael Jackson auparavant », mais qui, pour autant, ont toujours dansé sur ses musiques, ont toujours rajouté du Michael Jackson dans leur playlist Spotify, sont en train de voir l'immense mascarade, l'immense manipulation, en fait, dans la chute d'un homme, dont, en fait, le seul but était d'éteindre la lumière, vous voyez. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très christique en fait dans le chemin de sa vie qu'il a parcouru et qu'on a partagé avec lui et toujours encore actuellement parce que son biopic vient de sortir, donc on est vraiment dedans, puis ça fait pas si longtemps qu'il est décédé, donc on est vraiment encore dedans et il y a des personnes comme ça qui incarnent ce genre de vie-là pour nous enseigner des choses en fait, pour nous enseigner des parcours de vie post-traumatiques, des façons de voir la vie, des façons de sortir de la violence. Qu'est-ce qu'il en a fait, lui, de ses traumas, de son extrême violence ? Et d'ailleurs, je reviens avec vous là-dessus il y a 2 choses que ce film m'a montré, c'est comment quitter sa famille. Ça, c'est vraiment un gros sujet aussi qui nous concerne plus ou moins chacun d'entre nous, physiquement ou psychiquement. C'est-à-dire que même si lui, au bout d'un moment, a réussi à faire passer son art avant sa famille, donc c'est-à-dire il avait bien compris que de toute façon, pour avancer sur cette voie-là, de partager sa lumière, il lui fallait auparavant quitter sa famille. Et on sent bien que même après son album qui a eu le plus de succès au monde et qui était déjà vendu à des milliards d'exemplaires, eh bien il y avait encore l'emprise familiale qui fonctionnait sur lui. Donc ça a été vraiment un très très gros chemin de sortir de ça de son côté jusqu'à la fin. Et d'ailleurs je trouve que le film met assez bien le phénomène en lumière, à quel point c'était difficile pour lui de sortir de cette emprise-là et de tracer son propre chemin. Donc je dirais que la première chose qui est vraiment flagrant dès le début du film, c'est ça, c'est comment se sortir de cette emprise-là pour tracer son propre chemin. Parce que sinon, c'est quasiment impossible en fait de briller sa propre lumière si on est dans un enclos extrêmement serré, extrêmement fermé et voire très violent. Et la deuxième chose, je dirais que c'est celle-ci. C'était tellement dans ses tripes en fait qu'il n'avait pas d'autre moyen. C'est pas comme on dit ouais chanter c'est ma vie, etc. Non, là c'était autre chose qui l'animait en fait. C'était ce désir d'attirer des milliers de personnes en fait. Mais pourquoi ?
c'est pas forcément la célébrité qui l'intéressait, parce qu'en plus on voit à quel point quelqu'un qui est très célèbre en souffre et se sent encore plus seul que chacun d'entre nous, parce qu'il a tellement un mode de vie complètement lunaire que même faire ses courses, c'est quelque chose qu'il avait envie de faire en fait, juste pour devenir quelqu'un de normal, quelqu'un de banal, qui ne serait pas reconnu dans la rue. Mais chose à part, ce n'est pas la célébrité qui l'intéressait, c'était de partager, c'était d'unifier les gens, c'était de créer un sentiment d'unité. Et ça, c'est d'une extrême puissance. Et quand je parle de partager sa lumière, c'est ça, c'est ce sentiment d'unité-là. Et toutes les personnes qui ont cette capacité de recréer à nouveau un sentiment d'unité à l'intérieur de chacun de nous, mais vous sentez le pouvoir qu'il y a derrière ça. Et là, je parle pas d'un pouvoir égotique, je parle d'un pouvoir, d'une pureté, d'une sagesse, d'une grandeur qui nous dépasse tous, mais que notre cœur connaît très bien en fait, que notre cœur connaît et dont notre cœur se rappelle. Et c'est pour ça qu'il a eu un tel impact, et qu'il en a encore un aujourd'hui, et ça me fait énormément d'émotion d'en parler, parce que je ne crois pas que ce soit son art le sujet, c'était sa façon d'être. Et on peut le voir de la façon dont il répond en fait dans les interviews, et ce qui est assez intéressant, c'est que il incarne plusieurs facettes de la masculinité déjà de manière générale. Je trouve ça extraordinaire en fait à cette époque-là qu'il y ait eu des hommes qui aient eu en fait le courage d'incarner ce qu'ils avaient envie d'incarner, de s'habiller comme ils avaient envie de s'incarner. Alors évidemment, on n'est pas très loin de la période de Queen aussi, et il y a énormément de références qui ont eu aussi ce même parcours en termes de masculinité. Mais quel courage, et je crois que c'est ça qui me touche le plus, c'est quel courage d'avoir incarné sa sensibilité jusqu'au bout. Il ne cachait pas sa sensibilité, il en a fait un art. Il en a fait un art. Et les gens, du coup, de par sa sensibilité-là, le pensaient souvent timide, fragile, etc. Mais il y a un immense pouvoir. Et vous voyez, quand je parle de la timidité, et qu'en fait, ça sert à rien de la cacher, bah là, on est dans une incarnation de la timidité qui est absolument flamboyante, en fait. Et là, juste avant de faire cette interview, je regardais une vidéo où il rencontrait la princesse Diana. Et c'était magnifique de voir à quel point il était timide. Et en même temps, la puissance de son regard. Vous voyez, l'ancrage qu'il a. Et c'était un homme qui était capable, au milieu d'un stade rempli de millions de personnes, il ne bougeait pas. C'est-à-dire qu'il y avait 1 minute 30 d'ovation, il ne bougeait pas. Il est là, immobile, il ne bouge pas. D'une stabilité incroyable, en fait. Et alors que les gens hurlent, ils applaudissent, ils sont déchaînés, etc. Donc vous imaginez le bruit de millions de personnes déchaînées. 1 minute 30, il ne bouge pas. Il y a un ancrage. Alors, ben oui, évidemment que vers la fin de sa vie, ça a tellement tangué. Mais si vous voulez, c'est même pas un ancrage, c'est une force. C'est une force qui s'est fait avoir aussi par la suite évidemment que derrière ça, il y a des failles en fait. Il y a des failles parce que à l'ampleur de la lumière, il y a la noirceur à l'intérieur, c'est-à-dire le perfectionnisme, le doute de soi, la honte, vouloir tout le temps changer son visage pour incarner quelque chose d'extrêmement parfait en fait, et qui ne lui convenait jamais, au point de toujours aller plus loin et de souffrir énormément de beaucoup de problèmes de santé en fait. Donc il y a les deux extrêmes à l'intérieur de lui, et au bout d'un moment ça explose en fait. Il y a aussi un truc dont je voulais parler avant de terminer, c'est que souvent on va dire oui mais il avait un don, ou oui mais lui il était fait pour ça, par exemple chanter, la musique, etc. Mais en fait je crois même pas que c'est ça, parce que je trouve que cette question peut être parfois très déstabilisante et avoir la même énergie de séparation. C'est-à-dire que y a ceux qui vont se dire moi j'ai pas ça en fait. Moi j'ai pas de don, j'ai pas de passion, de trucs comme ça. Et d'ailleurs je trouve que cette question est hyper anxiogène, parce que pendant très longtemps, moi-même je me demandais c'est quoi ma passion du coup, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et du coup on essaye plein de trucs comme si c'était ce qu'on allait faire qui a du sens et qui va nous donner une identité.
Mais c'est pas très intéressant, je trouve, de réfléchir comme ça, parce que je dirais que même chez lui, ok, c'était son don de chanter, mais c'est pas quel est mon don à moi, tu vois, c'est pas comme ça que moi je vois les choses, mais par contre j'aurais plutôt tendance à dire qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer en fait, et comment j'ai envie de l'exprimer, tout simplement, si c'était pas une question de métier, parce que à la base c'est pas une question de métier en fait, c'est qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer, et lui très clairement depuis le début disait moi j'ai qu'une envie, c'est de rassembler les gens et d'exprimer ma lumière en fait, et je trouve ça magnifique, c'est vraiment magnifique. Enfin, la dernière chose que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que on remarque quand même beaucoup dans les interviews à son sujet qu'il y a du dépassement de limites constamment en fait. Que ce soit sur la façon dont il gérait ses chirurgies du visage, son style vestimentaire, ses relations. Et il y a même une interview où on lui demande s'il est vierge ou pas, s'il a des rapports sexuels. Et en fait, je suis vraiment choquée de la manière dont dans les années 90, c'était quelque chose qui, à l'époque, se faisait beaucoup, en fait. Et il y a très peu de gens qui osaient remettre en question cette façon de faire. Et pour lui, c'était complètement naturel de dire « j'ai une vie privée, en fait, c'est-à-dire j'ai une vie intime, mais surtout je suis un gentleman ». Et je trouve que cette expression fait sens, parce que dans la façon dont il en parle, c'est presque inné en fait, c'est-à-dire que je suis un gentleman, mais pour moi c'est logique de ne pas en parler, par respect pour l'autre, aussi parce que ça ne regarde personne, mais surtout parce que cette question est déplacée en fait. Et je dirais que quelle source d'inspiration à cette époque de déjà montrer ce que c'était d'avoir des limites. Et on voit que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est ses limites en fait. De ce fait, cette affaire qu'il y a eu sur les enfants est encore plus venue toucher un endroit qui était plutôt stable à la base chez lui, c'est-à-dire que non seulement ce n'était pas un sujet, mais en plus ses limites étaient bien définies, et c'est venu faire tanguer ça de manière très 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 puissante, et quand bien même il y avait énormément d'histoires d'argent, etc. Donc on rentre dans des sphères en fait qui sont dans des domaines incontrôlables en fait. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, que l'histoire de Michael Jackson m'a vraiment rappelé l'histoire du Christ qui a été crucifié sur la croix. Bon bah là on est un peu vraiment face au même phénomène, et je dirais que dans notre vie de tous les jours, il y a en fait ces gens-là dans notre quotidien, ou même dans les personnes qu'on suit, les célébrités qu'on suit, il y a des gens qui sont là pour ça en fait, pour nous montrer ce genre de choses-là. Et avant d'enregistrer cet épisode, la sensation que je ressentais, en tout cas de honte, c'est exactement pendant une période, je lisais beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale, et j'avais un sentiment de honte en fait, mais qui était et d'empathie, qui était tellement intense que je pouvais passer des jours à pleurer en fait, en me disant mais comment c'est possible que ce genre de choses ait pu arriver il y a pas si longtemps. Et bah là c'est un peu le même sentiment que j'ai eu dans la journée, de me dire mais comment c'est possible en fait que ce genre de choses ait pu arriver. Et je crois que quand on commence à se poser cette question-là, c'est que déjà il y a un niveau de conscience qui commence à comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux défendre aujourd'hui, quelles sont mes valeurs, quel message j'ai envie de partager. Est-ce que je me sens reliée à l'amour déjà à l'intérieur de moi ? Et comment je pourrais dans ma vie à moi ramener cette forme de pureté et d'innocence qui en fait émanait de lui, mais ça peut être d'autres personnes qui vous inspirent en fait. Et je trouve ça magnifique de se poser cette question-là, parce que en tout cas personnellement, je suis partie d'un endroit où il y avait tellement pas ça, et il y avait tellement une haine et une violence intérieure d'un niveau quand même très très élevé, que quand on commence à toucher ça à l'intérieur de soi, c'est absolument magnifique en fait. C'est vraiment... le monde devient plus doux, déjà parce qu'on devient plus doux à l'intérieur de soi, et qu'on commence à comprendre que s'il n'y avait qu'un but dans cette vie-là, je dirais que ça serait celui-ci en fait. Ça serait vraiment celui-ci. Ça serait comment être plus connecté à l'amour à l'intérieur de soi, et faire en sorte que notre vie rayonne davantage l'amour. Voilà, c'est exactement comme ça que je résumerais cet épisode, parce que c'est ce qu'a essayé de faire cet homme magnifique, et c'est le message en tout cas que je ressens derrière ce film.
Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'avais envie de vous dire aussi que mon calendrier de rendez-vous est à jour. En ce moment, je me concentre beaucoup sur les suivis de l'immersion. C'est des accompagnements de 6 séances. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que c'est comme si vous aviez une coach privée pendant la durée de ces 6 séances-là. Donc en général, ça prend à peu près 2 mois, voire 2 mois et demi. Et vous avez accès à une bibliothèque que vous pouvez garder. Après, c'est à vous, une fois que je vous transmets les documents. Et là, j'ai pris davantage de personnes, donc j'aurai les prochaines places à peu près mi-juillet. Et je pense que je vais me consacrer à faire uniquement ce format-là. Les prix vont très certainement augmenter parce que j'augmente à l'intérieur aussi les documents que je vous partage. Par exemple, là, cette semaine, je vais rajouter tout un programme sur la manifestation. La capacité à recevoir en fait, et je dirais que c'est complètement en lien avec cet épisode d'ailleurs, la capacité à recevoir. En tout cas c'est passionnant. Si vous voulez voir la description de comment ça marche, rendez-vous sur mon site internet et vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le commenter, à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.